Christophe Madrol, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission biodiversité, mer, littoral, parcs régionaux et risques pour la région Sud. Et donc à vos côtés, Jérôme Fourquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP et auteur de plusieurs ouvrages. Peut-être première question, Christophe Madrol. Le fil rouge de la matinée, c'est l'innovation écologique, plus-value des régions, des territoires. Vous avez une région qui a un budget volontairement 100% vert, ça a été la volonté du président Muselier. Mais hier, il y avait une autre actualité qui a, j'allais presque dire malheureusement mis le focus, c'est l'arrêt d'ArcelorMittal pour des raisons de pollution atmosphérique. Finalement, c'est un petit peu les deux pendants et c'est souvent ce que l'on a dit beaucoup après la crise, c'est comment faire rimer écologie et entreprise. Et économie. Oui. D'abord, merci à la tribune. Je voudrais saluer mes deux chers collègues, mon ami Jean-Pierre Cérus et mon ami Bernard Klenhoff. Je reviendrai sur leurs actions tout à l'heure parce que ce sont deux personnalités importantes de la région. L'un s'occupe de la mobilité, et on va en parler aussi, parce que sur notre territoire complexe, que ce soit sur Fos-sur-Mer, que ce soit sur Toulon ou Nice, la question de la mobilité est omniprésente. Et nous avons le grand Bernard Klenhoff qui s'occupe du développement économique et surtout de notre outil qui est indispensable partout pour vous, pour nous, qui est Rasing Sud. Et je salue sa directrice Audrey, je ne sais pas si elle est parmi nous. Isabelle Savon viendra nous rejoindre aussi dans la journée. C'est elle qui s'occupe plus particulièrement des questions du port. Je voudrais saluer aussi notre opposition, le docteur Féol, qui est là-bas. Salut. Et parce que c'est vrai que dans cette région, nous avons une spécificité. Nous essayons, avec le président Muselier, de construire des projets de territoire avec l'ensemble des acteurs. Et quand il m'a demandé, moi qui venais d'une famille écologiste, qui était l'opposant historique de Renaud Muselier, puisque pendant 30 ans, dans une des circonscriptions de Marseille, j'étais son opposant principal. Et un dimanche, il m'a appelé et il m'a dit « J'ai besoin de ta vision d'écologiste responsable parce que je souhaite, sur ce territoire, me diriger vers ce budget 100% vert. » Il a eu la vision, avant tout le monde, que sur un territoire fragile comme le nôtre, où il y a des start-up, où il y a une économie florissante, où il y a c'est une région magnifique à multiples facettes. La question de l'environnement, de la protection de l'environnement, parce que c'est aussi une région touristique et c'est une région fragile liée à la biodiversité, ça doit être une des régions, sincèrement, qui a la plus de fragilité. Ce rapport entre la montagne, la mer, ces territoires, la Camargue, zone inondable, zone très fragile avec le réchauffement climatique, nous est arrivé à travailler sur cette question, comment développer une économie florissante sur tous nos territoires, parce que l'économie, le développement économique, c'est les retombées sociales, c'est la question de l'employabilité, c'est la question de la richesse du territoire. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une personnalité de premier plan qui est actuellement à Marseille, qui est venue faire des chèques. On espère demain soir qu'il aura fait suffisamment de chèques pour régler certains de nos problèmes. Nous verrons bien. En tout cas, et réunir cette question du développement économique et du développement et de la protection de l'environnement. C'est ça notre challenge. C'est pour ça que nous avons souhaité, avec notre majorité, faire voter ce budget 100% vert avec des indicateurs qui permettent de pouvoir aider les collectivités et les entreprises à se développer sur notre territoire grâce à Rising Sud, grâce à l'ensemble des outils que nous avons, Cèdre pour certains que vous connaissez, et qui nous permettent en même temps de pouvoir conserver ce bonheur de vivre dans cette région avec cette harmonie entre la mer et la montagne. Alors peut-être on va demander à Jérôme Fourquet de nous poser un peu le cadre, alors à la fois national et spécifiquement pour cette région. Vous avez fait un tour de France pour regarder cet archipel français et vous nous avez invité à la regarder sous nos yeux. Et sous nos yeux, notamment dans la région sud, comme vient de le dire actuellement notre interlocuteur, il y a effectivement une sensibilité très forte des Français à la question de l'environnement. Et en même temps, il y a cette injonction à l'économie, à l'activité industrielle, on parle beaucoup de l'industrie en ce moment, ou alors au tourisme. Est-ce que c'est bien compatible? Est-ce qu'on arrive finalement à concilier les deux dans une France qui aujourd'hui, on voit bien, est partagée entre ces deux volontés? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci pour votre invitation. Donc effectivement, c'est je pense, la noblesse du politique au XXIe siècle d'arriver à concilier ces deux exigences. Et le cas de la région sud est assez exemplaire de ce point de vue-là.
On se focalise souvent sur cette problématique concilier économie et écologie sur les secteurs industriels et agricoles. Et donc, vous avez cité la mise à l'arrêt du site métallurgique d'Arcelor à Fos. On pourrait prendre dans une région qui n'est pas la vôtre ce qui se passe en matière agricole avec les néonicotinoïdes qui ont été interdits à l'usage. Mais dans une région comme la vôtre, c'est également beaucoup de réflexions à avoir sur la question des transports. Typiquement, comment on redéveloppe la part du transport qui passe par le rail. Je rappelle qu'en 1973, 45% du fret de marchandises passait par le rail. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Et donc, quand on est à Marseille, un grand port méditerranéen, sur une dorsale qui constitue la colonne vertébrale de l'Europe, cette question du ferroutage, par exemple, doit être regardée. Autre secteur économique très présent dans votre région, le tourisme, sur lequel la région a bâti une partie de sa prospérité, mais là aussi se pose aujourd'hui la question de la soutenabilité, avec par exemple le cas des Calanques, où on est aujourd'hui contraint, victime du succès, de limiter le nombre d'entrées. Donc tout ça, si on prend toutes ces facettes, on voit comment tout ça se décline et comment le politique, et c'est sans doute aussi la marque de fabrique de votre région, dans une volonté de coproduction avec d'autres acteurs, arrive à jongler avec ces sujets-là. Il faut, dernier point peut-être, il faut trouver des équilibres et des compromis avec les acteurs économiques. C'est pas forcément évident, mais il y a également un autre défi majeur de notre point de vue, c'est la bataille culturelle à mener pour embarquer, si je puis dire, toute la société vers cette bifurcation écologique. On a identifié souvent, du côté des décideurs, un frein important qui est celui de comment on accompagne les ménages les plus modestes à aller vers des pratiques plus vertueuses, isoler leur logement, passer achat d'un véhicule électrique, etc., etc. Donc ça, c'est une solution assez française. Il y a la politique du chèque, on peut aider, bon, même si c'est compliqué à faire. Mais il y a un deuxième verrou qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant, c'est cette bataille culturelle qui va devoir aboutir au fait qu'une partie de la population prenne conscience que les modes de vie dans lesquels elle est ancrée maintenant depuis 50 ou 60 ans, dans une société très consumériste, très hédoniste, avec maisons individuelles, on est ici dans le sud, la piscine, les 2 voitures, etc., etc. Au bout d'un moment, c'est plus compatible avec l'agenda qui est le nôtre. Et donc, à côté de cette capacité du politique à essayer de faire travailler les différents acteurs ensemble, notamment dans une région aussi fragile écologiquement que la vôtre, on pourrait parler aussi de ce qui s'est passé dans l'arrière-pays niçois il y a 2 ou 3 ans avec ces intempéries qui ont dévasté des vallées entières. À côté de cette capacité à faire travailler les acteurs économiques et politiques ensemble, il y a aussi cette bataille culturelle à mener en disant voilà comment on se désintoxique un peu collectivement d'une société d'hyperconsommation pour qu'on puisse continuer de vivre de manière, j'allais dire, apaisée et agréable dans un écrin comme le vôtre, sans atteindre les limites qui feront qu'on ne pourra pas revenir en arrière et que la spirale infernale sera enclenchée. Oui, c'est important ce que dit Jérôme par rapport à cette conciliation des usages. Moi, je fais partie d'une famille d'écologistes qui n'est pas contre le Tour de France, qui ne fait pas partie de cette écologie punitive. Je fais partie de cette écologie de la discussion. Le président Muselier et l'ensemble des conseillers régionaux ont souhaité créer le Parlement de la mer. Et dans ce Parlement de la mer, on a créé des sous-partis, ceux qui travaillaient autour du yachting, ceux qui travaillaient autour de la pêche. Et hier, je présidais les opérations d'intérêt général autour de l'économie bleue. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pour notre territoire une synergie d'acteurs qui, à un moment donné, travaillaient dans des secteurs complètement différents, liés évidemment au maritime, mais qui avaient des préoccupations semblables. La question de la mobilité. Quand une entreprise d'Olioul me dit, et je m'attache vers mon ami Cérus, quand le patron de l'entreprise d'Olioul me dit mon vrai problème, ce n'est pas l'embauche des cadres, c'est le problème que les cadres ne souhaitent pas rester travailler à Lioul parce qu'ils ont 2 heures de transport pour venir bosser dans ma boîte. Et la même question m'est revenue autour d'un entrepreneur qui était sur la zone de Fos-sur-Mer. Et idem à Nice. Vous voyez, c'est cette question
de l'aménagement du territoire influe obligatoirement sur la question de la dynamique économique et de la protection de l'environnement. Moi, je suis un fervent admirateur de ce qu'on appelle le monorail, parce que je considère que la France et notre région devraient avoir un grand plan de mobilité autour de la question du monorail, comme l'ont fait d'autres pays. Le monorail, c'est peu d'emprise au sol, ça coûte peu cher, et ça permet de pouvoir desservir des zones qui ne peuvent pas être desservies par les transports en commun. C'est une réflexion que je porte depuis des années avec un groupe national. Parce qu'à un moment donné, il faut utiliser des moyens modernes pour pouvoir développer l'action économique et faire venir les acteurs économiques au bon endroit, tout en étant responsable du développement lié à l'environnement. Un mot, vous avez complètement raison sur le tourisme. On a une région magnifique, on a une région fragile. Aujourd'hui, il y a des millions de touristes qui viennent tous les jours. On y travaille beaucoup avec notre ami de Canson, avec le CRT. On y travaille beaucoup avec notre ami Klenov autour de Rising Sud, qui porte la parole de la région à travers le monde. À travers le monde, on va dire ça, puisqu'il est parti en Côte d'Ivoire, il part partout. Dès que je regarde son Facebook, il est dans un pays étranger. Je me dis que son niveau d'empreinte carbone, bonjour Bernard Klenov, il doit planter des arbres, lui. À mon avis, il doit avoir planté toute la forêt de la Sainte-Baume. Mais vous voyez, c'est des sujets comme ça qui nous tiennent à cœur. Et notre vision régionale, et vous avez raison Jérôme, c'est d'avoir une vision globale. On ne veut, et c'est un peu cette volonté que le président a, de Muselier, en disant, ce budget vert, c'est pas simplement du greenwashing global, c'est on va aller au plus près des territoires pour voir quelles sont les demandes dans cet équilibre entre développement économique et protection de l'environnement. Jérôme Fourquet l'a évoqué à demi-mot sans le dire vraiment comme cela, mais la question se pose aussi pour... On a un mauvais retour en fait. Vous avez un mauvais retour. Ou alors c'est mes oreilles qui ne marchent plus. C'est la question de l'acceptabilité. C'est-à-dire c'est bien d'avoir une volonté d'insuffler des choses, mais il y a l'acceptabilité du citoyen, il y a aussi l'acceptabilité des entreprises. Comment est-ce qu'on travaille aussi sur cet élément qui est aussi indispensable pour l'attractivité d'un territoire? En n'opposant pas, chaque chef d'entreprise, chaque acteur économique a envie à un moment donné d'avoir une reconnaissance de son action et de son activité. En valorisant l'économie, chaque acteur économique dans chaque territoire, tout en le confrontant à la réalité de son territoire, parce que je ne connais pas un chef d'entreprise qui n'aime pas sa région. Moi, je rencontre, et Bernard peut le dire, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent même réindustrialiser, se réinstaller en région sud parce qu'ils ont envie de vivre en région sud, parce que c'est la plus belle région du monde, parce que nous sommes les plus sympas du monde, parce que aller boire son rosé sur le port de Cassis ou sur le Vieux-Port, c'est magique. Sincèrement, je préfère aller boire mon rosé ou mon pastis sur le port de Cassis que de me retrouver sous la pluie à Dunkerque. Ou ailleurs. J'aime beaucoup Dunkerque, hein, Jérôme, ne vous inquiétez pas, j'aime beaucoup Dunkerque. J'ai choisi par hasard. Ouais, par hasard. Mais en plus, je connais bien le maire de Dunkerque, j'adore, je vais me fâcher avec lui. Vous voyez, c'est une réalité, mais je ne connais pas un acteur économique qui n'aime pas sa région. Je ne connais pas, voilà. Dunkerque fait partie d'ailleurs du Tour de France de la Tribune, on y était, on est allé dans toutes les régions. Juste un point, parce que vous vous chargez de la biodiversité, on voit bien comment on peut agir contre les émissions de gaz à effet de serre. Il y a tout ce plan d'industrie verte, de décarbonation. Il y a effectivement sur la voiture, les transports, on peut agir. Sur la biodiversité, et notamment pour les entreprises, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec celles qui veulent développer un certain nombre de sites, notamment à Fos. Comment est-ce qu'on agit sur la biodiversité? Comment est-ce qu'on mesure son empreinte sur la biodiversité? Eh ben, tout en produisant propre, tout en réfléchissant globalement dans l'installation de son entreprise aux outils que nous allons mettre en place, d'abord pour produire, et d'autre part pour permettre à nos usagers ou nos acteurs, à nos cadres ou à nos salariés, de pouvoir avoir un transport plus propre, de pouvoir consommer différemment. C'est une prise en charge globale de sa façon de fonctionner. Comme le disait Jérôme, c'est une révolution culturelle. Nous avons eu des dizaines de révolutions industrielles en France. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de la révolution écologique. Mais il y a ce sujet du ZAN, du zéro artificialisation nette, qui devient une forme de réglementation aujourd'hui qui s'impose. Alors, avec des souplesses qui commencent à être mises en place, qu'on voit que ça craque un peu quand on veut à la fois développer de l'industrie, des sites et des logements qui vont avec, et les transports, tout ça, ça artificialise. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il faut assouplir un peu ou est-ce qu'il faut rester extrêmement ferme? Alors, et par exemple, il y a le président de la République qui dit il faut préparer des friches à l'avance, il faut anticiper. Moi, je ne suis pas un ayatollah et pourtant, je suis militant. Un ayatollah du ZAN, si on peut dire. C'est qu'à un moment donné, mon boulot d'élu,
c'est créer des richesses pour notre territoire. Et aujourd'hui, qui crée les richesses? C'est pas l'administration française, d'accord? C'est les entreprises qui sont sur le terrain et qui embauchent et qui développent de l'activité. Ça, c'est clair. Et d'autre part, c'est la question de la protection de l'environnement. Donc, je ne suis pas un ayatollah des ânes. Bien sûr qu'il faut arriver à zéro artificialisation. Bien sûr qu'il faut tendre à. Mais je ne suis pas un dogmatiste par rapport à ça. La protection de l'environnement, c'est des actes quotidiens dans sa réflexion et dans ce rapport avec la nature. Moi, je pousse l'ensemble des entreprises systématiquement à réfléchir à leur impact environnemental dès qu'ils souhaitent s'installer sur le territoire, dès qu'ils mettent en place un système de production. C'est déjà cette révolution, et Jérôme pourra le confirmer, déjà cette révolution culturelle, de cette réflexion du créateur d'entreprise, des créateurs de richesse, de se dire on ne va pas simplement créer de la richesse, mais aussi on va avoir une action pour la protection de l'environnement. C'est déjà un pas en avant, c'est déjà une révolution mentale importante. Et Jérôme, on a connu les gilets jaunes, c'était sur la taxe carbone. Là, aujourd'hui, on voit arriver plein de réglementations, effectivement. La maison individuelle, on explique qu'avec jardin et piscine, c'est fini. On demande aux gens de vivre en collectif, justement à cause du ZAN. On dit aux gens d'aller travailler dans des emplois qui peuvent être potentiellement beaucoup trop loin. Donc, du coup, ils demandent plus de télétravail. Est-ce que la société française ne risque pas de craquer à nouveau face à cette révolution industrielle du climat, avec cette injonction? C'est à la fois, on voudrait sauver la planète et en même temps, on veut pouvoir continuer à vivre. Alors, deux choses. Ce que je disais tout à l'heure, c'est, je pense, le grand enjeu, c'est cette bataille culturelle. C'est-à-dire faire prendre conscience et toucher du doigt à la population les menaces qui la guettent et le fait que la fête va être finie si on continue dans cette voie-là. Et une région comme la vôtre, je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'exemples et d'alertes. En première ligne, on peut dire. Exactement. Ensuite, c'est comment on accompagne tout ça. Et ce que vous disiez, c'est le faire sans dogmatisme et surtout sans surplomb et sans leçon de morale. Parce que c'est ça qui fait, excusez-moi... Est-ce qu'on y arrive vraiment? Parce qu'on a un peu l'impression que là, il y a, sur les ZFE, sur les ânes, il commence à y avoir une forme de... Alors, pas de révolte, mais en tout cas de contestation. Vous savez, c'est l'ancienne présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui disait, à propos notamment des néonicotinoïdes ou autres, pas d'interdiction sans solution. En disant, à partir du moment où on met en place des politiques contraignantes, il faut qu'il y ait un plan B proposé à ceux qui vont être concernés par la mesure. C'est-à-dire, si on réduit la circulation automobile sans mettre en place des plans de transport en commun, les gens disent non, nous ça marche pas. Donc ils n'ont pas le choix. C'est exactement ce que, pardon Jérôme, c'est exactement ce que nous avons fait par rapport aux croisières. Vous avez suivi. On a parlé un peu hier avec Renaud Muselier. Oui. Très bien. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un port industriel créateur de richesses. Et les croisiéristes sont aussi un port de richesse pour la ville, pour le département, pour la région. Le maire de Marseille, en plein été, décide de faire une pétition assez démagogique en disant on arrête les croisières, méchants, pollueurs, etc. Nous, effectivement, on est conscients de la question de la pollution de l'air. Mais au lieu de sortir on essaie de trouver les outils, dont l'électrification des quais, donc le plan port zéro fumée, pour pouvoir développer et maintenir la croisière. On essaye, devant chaque problème, trouver une solution. Idem sur la grille photovoltaïque. Aujourd'hui, on discutait avec notre amie Béatrice Martin, qui est la VP à l'agriculture, de la question de l'agrivoltaïque dans les territoires ruraux. Les agriculteurs ont besoin à un moment donné d'avoir un peu de richesse liée à l'agrivoltaïque. Mais c'est vrai qu'on se balade en Provence et on voit, décidément, c'est très mauvais. C'est la députée Claire Pitola, à mon avis, c'est pour pas ce qu'elle veut. C'est ta copine, Jean-Pierre. La question de l'agrivoltaïque, comment aujourd'hui on développe de l'agrivoltaïque sans pervertir nos paysages provençaux? C'est cette question-là, systématiquement, qui est dans notre réflexion. Peut-être une dernière question. Non, mais je laisse Jérôme Fourquet répondre et après j'aurai une question pour... Non, juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur ces entrepreneurs qui sont attachés à leur territoire et comment on les aide à aller vers des pratiques écologiquement plus vertueuses. Ils ont une autre pression qui va s'exercer, qui est la pression de leurs collaborateurs et des futurs collaborateurs. Vous voyez, on est aujourd'hui, même ici en région sud, à un taux de chômage historiquement bas. On est le plus faible taux de chômage depuis 1982. Et donc aujourd'hui, le rapport de force est un peu rééquilibré au profit des salariés qui sont plus en capacité de choisir leur employeur. Et ça se voit dans les jeunes générations, mais pas seulement. C'est ça qui veut dire, nous aussi, on veut qu'on ait du sens dans notre action. On est autant attaché que notre patron à notre région. Et il est hors de question,
ça se posait peut-être pas comme ça il y a 15 ans, mais aujourd'hui, ils ont davantage de choix, qu'on aille bosser dans des entreprises qui, honnêtement, font pas le job. Et donc, de la même manière que si j'ai 2 heures pour aller au travail, aller et retour le soir, eh bien, si je dois travailler dans une entreprise dont je sens qu'un certain nombre de pratiques ne sont pas conformes à mes valeurs, alors je suis en capacité éventuellement d'aller chercher un autre employeur. Et donc, il y a cette pression de la société civile qui va aussi vertueusement s'exercer sur l'écosystème entrepreneurial, si tant est que celui-ci ne souhaiterait pas de lui-même aller vers ce type de pratique, sans même parler du consommateur. Le temps passe, hélas. Oui. Laurence va Alors, poser par une dernière question, puis on va s'arrêter. C'est une question, en fait, c'est surtout, on va faire la liaison avec la séquence suivante. C'est que la région a signé une convention qui le lie avec le Costa Rica, ce qui est plutôt une première, hein, une région qui signe avec un État. On n'a pas pu avoir l'ambassadrice du Costa Rica avec nous aujourd'hui, malheureusement, mais elle va nous raconter le partenariat entre la région sud et le Costa Rica via une vidéo. Donc Ana Elena Pinto Lizano, avec qui donc la région a tissé des liens, et parce que elle le dira peut-être, mais il y a finalement beaucoup de similitudes entre la région sud et le Costa Rica. Il y a le même nombre d'habitants, 5 millions d'habitants. Il y a quasiment le même nombre de kilomètres de côte, à 200 kilomètres près. La région a 6 départements, le Costa Rica a 7 provinces. Donc il y a aussi ce côté d'aller chercher ailleurs des bonnes pratiques, peut-être. On va d'abord écouter Madame l'ambassadrice et puis peut-être une petite réaction après, si vous le souhaitez, Monsieur Madrol. Bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous adresse ces brèves paroles pour partager quelques réflexions sur l'importante relation qui existe entre le Costa Rica et la région sud. Comme vous le savez certainement, mon pays est situé en plein centre du continent américain. Sa superficie n'est que 60% supérieure à celle de la région sud, et comme cette dernière, il est particulièrement lié à l'océan puisqu'il est brodé à la fois par l'océan Pacifique et par la mer des Caraïbes. Vers le milieu du siècle dernier, notre pays a pris 2 décisions qui ont été profondément marquées sa réalité actuelle. Tout d'abord, en 1949, il a décidé d'éliminer complètement son armée et d'affecter ses ressources au financement de la santé publique et de l'éducation et du bien-être de la population en général. En même temps, le Costa Rica a décidé que son développement serait respectueux de la nature et des ressources naturelles que nous en avons heureusement en abondance. Cette vision et les résultats qu'elle a générés au fil des décennies renforcent la position de leader mondial du Costa Rica en matière d'environnement. Pour citer 2 exemples, je peux mentionner que le Costa Rica a réussi à inverser le taux de déforestation qui menaçait de faire disparaître ses forêts dans les années 80, de sorte qu'aujourd'hui, les 2/3 de son territoire sont couverts de forêts. Le pays a également enregistré presque une décennie entière de dépassement de 95% de production d'électricité à partir des ressources propres, principalement hydrauliques, éoliennes, solaires et géothermiques. Le succès environnemental du Costa Rica a nourri notre ambition. Et pour cela, nous avons adopté notre plan national de décarbonation il y a déjà 5 ans. Cet engagement vise à renforcer la décarbonation et la résilience afin de transformer le modèle du développement en un modèle fondé sur la bioéconomie, la croissance verte, l'inclusion et l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. Notre objectif est de développer une économie verte sans émissions, résiliente et équitable d'ici à 2050. Le solide cadre réglementaire environnemental du Costa Rica est complété par la politique nationale sur les zones protégées, le plan national sur les déchets marins et la politique nationale sur l'adaptation au changement climatique, entre autres. La vision et l'ambition environnementale du Costa Rica ont été le point de départ de l'établissement des alliances solides avec des partenaires du monde entier qui partagent notre intérêt et notre engagement pour la santé de la planète. Le Costa Rica et la France sont des partenaires naturels. À cet égard, nous co-dirigeons avec le Royaume-Uni la coalition de la haute ambition pour la nature et le peuple qui vise à inclure la conservation globale de 30% de la terre et des océans d'ici à 2030 et qui compte déjà avec 110 pays membres.
De même, nous organisons la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu à Nice en 2025, précédée d'un événement de haut niveau sur l'action pour l'océan à San José en 2024. Notre but est de mobiliser toutes les nations et tous les acteurs mondiaux pour promouvoir une gouvernance durable des océans qui nous permettra de protéger et de préserver l'océan, convaincus que ce n'est qu'en utilisant de manière rationnelle et durable que nous parviendrons à les préserver pour les générations futures. Je ne peux pas manquer de mentionner qu'avec la région Sud, nous avons été en mesure de construire une alliance très étroite sur ces mêmes idéaux de conservation de l'environnement. La signature d'une lettre d'intention en février 2019 a rapidement conduit à l'adoption d'un accord de coopération territoriale sans précédent entre le Costa Rica et la région Sud en décembre 2020. Presque immédiatement après la signature de cet accord, nous avons commencé à travailler ensemble dans le cadre du projet Duodiversidad. L'objectif de ce projet est de consolider mutuellement les capacités institutionnelles en matière d'écotourisme, de conservation de la biodiversité, de gestion des zones protégées et la gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins fluviaux grâce à des échanges méthodologiques d'expériences de bonnes pratiques de gestion entre partenaires français et costariciens. Je ne voudrais pas terminer mon message sans vous faire part de ma conviction que cette modalité de partenariat recèle d'un grand potentiel pour influencer positivement la vie de nos citoyens. Grâce à l'alignement de nos agendas et au paradigme de développement que nous partageons, je suis convaincue que nous continuerons à voir les fruits de cette relation étroite dans un avenir proche. Merci beaucoup. Christophe Madrol, une réaction? Ils ont commencé très tôt à orienter leur politique vers l'économie verte. Oui, en plus, c'est vrai que nous avons une relation assez partagée avec le Costa Rica, puisque nous avons beaucoup d'échanges. Nous recevons des délégations autour des zones humides. J'ai reçu une délégation sur la question de l'eau, également en Camargue. Il y a la question de l'écotourisme, on en parlait tout à l'heure, et Jérôme en parlait. C'est vrai que c'est une échange de bonnes pratiques. Et ça, c'est un peu la richesse que nous avons ici dans la région Sud avec le président Muselier, certainement lié à son histoire d'avoir été secrétaire d'État et d'avoir été acteur majeur, d'être un ambassadeur de la France à travers le monde, puisque nous mettons en place des coopérations. Bernard Klenov et Renaud Muselier sont rendus il y a 3 semaines, un mois en Israël, sur la question de l'eau, et ce qui leur a fait penser d'organiser ce grand forum de l'eau qui a eu lieu à l'hôtel de région, où nous avons appris, nous, des choses extraordinaires sur la question de l'eau. Quand on voit que Israël recycle à 90% ses eaux grises, ses eaux usées, et la France en est à 0,3%, et nous avons reçu donc le maire de Barcelone ou le président de la région de Barcelone qui nous disait que l'Espagne recycle à 15%. La question de l'eau, c'est vrai que c'est pas forcément le sujet, mais c'est une vraie question sur notre territoire. Comment demain nous allons gérer la question de l'eau, puisque l'eau se raréfie. Le fait qu'on ait des coopérations comme au Costa Rica, comme en Israël, comme à Djibouti, comme d'autres pays, ça nous permet aussi de nous approprier des savoir-faire que nous n'avons pas forcément ici. On n'est pas là dans un esprit de collaboration d'un côté qui donne à l'autre, c'est vraiment dans un rapport cher à notre président de la République. Ce win-win, c'est vraiment ce rapport-là que nous avons dans le cadre des coopérations. Et avec le Costa Rica, c'est une très, très, très belle coopération. Et d'ailleurs, nous aurons d'autres occasions d'en parler, puisque avec le forum qui aura lieu à Nice sur les océans, la France et le Costa Rica travaillent ensemble sur cette dimension-là. Et nous allons travailler sur des partenariats beaucoup plus fins sur la question de la protection des océans et de la biodiversité marine. Jérôme Fourquet, peut-être, sur ce type de coopération internationale avec parfois des États ou des régions, donc c'est vrai que ça ne se voit pas forcément. Est-ce que c'est aussi une nouvelle façon de peut-être aller plus vite sur la mise en place de solutions, sur l'acceptabilité? Alors oui, sans doute, mais encore une fois, Christophe Madrol parlait de révolution, et ça ne peut pas être piloté que d'en haut, par une puissance étatique qui va embarquer toute la société dans cette direction. Et il faut que tous les acteurs s'alignent progressivement, et donc on voit bien qu'on a là des coopérations
décentralisé. Alors c'est un peu asymétrique entre un État et une région, mais vous avez parlé de Barcelone ou autre. Et donc il y a ce que la puissance, l'État central peut faire, mais ensuite les collectivités locales, la société civile, les entreprises. Et donc on voit bien que c'est et le président Muselier on a parlé également, c'est comment on arrive à avoir un chef d'orchestre qui met un peu en phase en musique, en musique toutes ces initiatives pour que progressivement elles convergent, avec aussi, c'est peut-être une des vertus de cette transition écologique, c'est d'apprendre à certains une forme d'humilité, en disant que personne n'a la science infuse et que les bonnes pratiques, il faut aller les chercher partout. Et il y a peut-être 40 ou 50 ans, on aurait regardé de manière un peu surplombante le Costa Rica, en disant, bon, qu'est-ce que c'est que ce petit pays d'Amérique du Sud, etc. Aujourd'hui, ils ont sans doute des choses à nous apprendre. Mais quand on parle d'écologie, en ce moment, on parle effectivement beaucoup de l'eau et du partage de cette ressource. On voit que ça devient un problème absolument crucial dans beaucoup de régions, notamment dans les régions du sud de la France. Comment est-ce que on a beaucoup parlé des guerres de l'eau qui pourraient arriver dans un certain nombre de pays. Est-ce que à l'intérieur même d'une région, on va pas être amené à mettre en place des régulations, et qui va arriver à les imposer? On parlait des piscines tout à l'heure, à qui on devra dire il faut arrêter de remplir les piscines pendant toute une période, etc. Est-ce que ça va devenir une des difficultés du rapport des pouvoirs publics ou des élus avec les citoyens? On a combien de temps pour répondre à cette question? Oh là là, vous avez moins de 30. Une minute. 30, on va commencer. Nous avons un outil qui est assez incroyable dans notre région, c'est le canal de Provence. Et moi, je suis toujours, ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller visiter les infrastructures du canal de Provence. C'est assez incroyable, puisque le canal de Provence déverse, calcule et dessert l'ensemble du territoire en eau. C'est déjà, donc il y a une gestion qui est faite par le canal de Provence, également avec le canal de Marseille. Nous avons toute la vallée de la Durance qui nous amène de l'eau, et nous avons, grâce à nos aînés, des barrages qui permettent de pouvoir alimenter notre territoire en matière d'eau. Déjà, c'est une gestion qui est faite et nous devons anticiper en permanence. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de Béatrice Martin et d'autres de mes collègues. Nous travaillons avec Fabienne Joly, la présidente du Canal de Provence, sur une planification territoriale des questions d'eau. Hydrique. Hydrique, cherchez le terme, merci beaucoup. Technique. Mais moi, le mardi matin, avant 10h, c'est très compliqué. Tout à l'heure, je vous croisais, je pensais qu'on était lundi matin. Vous imaginez, j'en suis déjà, donc c'est assez compliqué. Et donc, le mardi matin, c'est compliqué, de toute façon, pour moi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il faudrait que j'en parle à mon psychologue un jour. Mais, vous voyez, c'est la question de cette alimentation en eau, et la question de la planification est au cœur également d'une réflexion globale que nous avons en région. Pour ceux qui étaient là lors du forum sur l'eau que nous avons organisé dans la salle à côté, il y avait énormément de monde. On a été surpris par le monde de gens qu'il y avait. Et il y avait vraiment une qualité parce que là encore, Jérôme, il y avait des start-up, il y avait des grandes entreprises, il y avait Suez, Veolia bien sûr, mais il y avait des agriculteurs, il y avait des éleveurs de chevaux. Il y avait un club équestre qui était là en disant « Moi, je voudrais bien récupérer mon eau parce que je nettoie mes chevaux et puis il fait chaud et on doit nettoyer nos chevaux. Cette eau, je voudrais la récupérer pour pouvoir la réutiliser. » Cette question de l'eau est fondamentale. Et là encore, grâce au président Muselier et grâce à l'ensemble des acteurs de cette région, cette question de l'eau et cette question de la planification de l'eau nous permet de pouvoir devancer les crises qu'on pourrait subir. Alors c'est très passionnant comme débat, mais on va devoir s'arrêter malheureusement. Ceci dit, je vais laisser Philippe Mabille accueillir ses prochains invités, puisque le prochain sujet sera celui de la décarbonation et de l'industrie. Donc vous voyez, il sera question d'eau, mais pas que. Merci à tous les deux en tout cas. Merci à vous. Merci.